Bonsoir à tous, bienvenue dans le débat du soir. Nous nous plongeons ce soir au cœur d'une question fondamentale pour, on va dire, nos démocraties, la liberté de presse. Le 3 mai est consacré justement à cette question. À l'ère du numérique, mesdames et messieurs, où l'information circule à une vitesse fulgurante et sous des formes multiples, cette liberté est à la fois amplifiée et mise à épreuve des fake news, à la surveillance en ligne, en passant par la fragilisation économique des médias traditionnels, de nouvelles menaces et des informations libres et fiables. Ensemble avec mes invités ce soir, nous allons décortiquer ces enjeux cruciaux. Je suis avec Adrien Tchomakou, analyste politique de profession journaliste. Bonsoir à vous, Adrien Tchomakou. Bonsoir Angèle Toboula, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat. Bonsoir Mohamed Liamidi, vous êtes consultant en communication éditoriale et digitale. Bonsoir Angèle Toboula, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Merci donc d'être sur ce plateau avec nous. Comme je le disais, ce 3 mai, les journalistes ont célébré la liberté de presse dans un monde dominé par l'intelligence artificielle qui n'est que la récente menace, celle plus vieille et pratiquement permanente, c'est Internet. Informé dans un monde complexe, c'est celui dominé par le numérique, les fake news qui n'ont aucune limite, rattrapé et parfois tardif. Le gouvernement dénonce quelquefois certaines choses qui nous ont éclaboussés et c'est là que le régulateur intervient. Vous n'êtes pas peut-être tous journalistes, mais vous êtes analystes, vous observez. Adrien, je vais peut-être commencer par vous qui êtes journaliste. Alors, selon vous, Adrien Tchomakou, comment le numérique menace concrètement la liberté de presse? Question basique, pour démarrer. Oui, question basique, comment le numérique menace-t-il la liberté de presse? Je voudrais d'abord vous dire que, de façon globale, la loi sur le numérique en République du Bénin assassine la liberté de presse. Écoutez, Adrien liberté de presse au Bénin, oui, nous avons la liberté de presse en République du Bénin. En matière de presse, le texte législatif qui encadre les médias reste le code de l'information et de la communication. Le code du numérique, c'est tout autre chose. Même dans ce code du numérique, pour sanctionner les délits de presse, on le renvoie au code de l'information. Donc, on ne va pas tout de suite utiliser les gros mots. Évidemment, c'est ce qui est normal que vous venez de dire, mais la pratique, la réalité est tout autre. Nous allons en revenir. Mais pour répondre de façon terre à terre à votre préoccupation, oui, c'est qu'aujourd'hui, on comprend aisément que les réseaux sociaux se multiplient et font parfois des dégâts. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, que nous veillons ou pas, prennent le pas sur certaines presses. Oui, la presse en ligne, c'est beaucoup de choses. La presse en ligne, par moment, on a l'intention de croire que la presse en ligne est en train de prendre du pas sur la presse traditionnelle, sur la presse classique. Oui, vous voulez savoir si aujourd'hui, la liberté de presse ne prend pas un coup quand nous parlons du numérique. Évidemment, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui, qu'on veuille ou pas, a plusieurs faces. Face positive, face négative. Ça, c'est face plutôt. Oui. Plusieurs faces, d'accord. Plusieurs faces. Donc, je pense quand même que, à l'analyse de ce que nous vivons, si on y prend garde, l'intelligence artificielle va, d'une manière ou d'une autre, agir sur la liberté de presse, sur plusieurs facteurs. D'accord. Alors, Mohamed Liamidi, je suis obligé de vous poser la même question. Vous qui connaissez que trop bien le numérique et quelquefois les médias, selon vous, comment ce numérique menace ou pèse sur peut-être la liberté de presse? Vous savez, chaque jour, Internet permet à la liberté d'expression de s'exercer dans l'intérêt du public. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est une réalité avec laquelle il faut faire et il faut s'adapter. L'adaptation, c'est aussi bien de la part des acteurs des médias, c'est-à-dire des journalistes,
mais aussi bien de la part du régulateur. Le régulateur qui d'abord a pour mission de permettre à ce que les professionnels des médias puissent exercer leur métier en toute liberté, mais de façon bien cadrée pour être conforme à la loi, c'est-à-dire aussi bien à la déontologie qu'aux lois de la République, de faire en sorte que cette liberté de presse et liberté d'expression qui s'exerce ne doit pas empiéter bien sûr sur la liberté des autres, quoique nous avons tous le droit à l'information. Donc, quand on comprend la chose de cette façon, la menace, d'où est-ce qu'elle vient en réalité? Et face à cette menace, quel est le défi? Si on structure la chose de cette manière, la menace ici, c'est que la technologie, avec tout ce que ça amène, si l'on n'y prend pas garde, il y a le risque que, enfin, d'une manière ou d'une autre, qu'on aille à ce que je peux appeler une forme de, comment je vais dire, de déformation, une sorte de déformation du métier. Lorsque ce qui est basique, c'est-à-dire que pour le journalisme, je ne vous l'apprends pas, quand vous recevez une information, que vous devrez prendre le temps de vérifier la source. Et donc, si la source est authentique, que vous puissiez publier, et que si la source ne l'est pas, que vous gardez de faire une publication, et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il vous serait difficile de rattraper. En fait, c'est là, en fait, de mon point de vue, que se trouve le nœud, que se trouverait la menace. C'est là qu'il risque d'avoir la déformation de ce métier qui est quand même un métier noble, quelque chose de passionnel et bien important. Vous imaginez un monde sans information, on ne pourra, je peux dire en tout cas, on aura du mal à y rester et évoluer dans ce monde-là. Donc, c'est là la menace, c'est de ne pas comprendre quelles sont les exigences de ce nouveau monde, qu'est le numérique par rapport à ce métier qui s'exerce depuis toujours, qui doit s'exercer et qui doit s'adapter à ce nouveau contexte. C'est là, en fait, la menace qui amène donc de nouveaux défis. Le défi, c'est d'une part que le professionnel puisse s'adapter, faire avec les moyens et ne pas tout là. Et l'autre défi, c'est que le régulateur aussi soit en mesure, d'une manière ou d'une autre, d'assurer à ce que le travail, à ce que le métier de ces gens-là soit fait, et toutefois de ne pas empiéter sur ce qui est cher pour tout ce qui est la liberté. Alors, Adrien Tchoumakou, dans son développement, on note essentiellement que le numérique restera, Internet essentiellement restera très utile, mais c'est l'usage surtout qu'on en fait dans un monde où tout se retrouve sur les réseaux sociaux. Oui, en réalité, nous sommes face à ce que nous pouvons appeler désormais l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Vous savez, le numérique aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, nous sommes obligés d'en faire avec, puisque le monde évolue. Et il faut être au pas en matière d'évolution du numérique. Oui, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple notre cher et beau pays, le Bénin, le numérique est bel et bien encadré. Le numérique est encadré, d'autant plus que la HAC, entendez haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, aujourd'hui délivre des autorisations aux organes de presse en ligne. Donc il faut nécessairement, obligatoirement, que l'organe de presse en ligne soit autorisé pour pouvoir émettre, pour pouvoir diffuser des informations. Au même moment, nous avons par exemple, comme test de loi en vigueur, il y a la loi sur le numérique qui encadre aussi ce qui concerne le numérique de façon globale. Et si aujourd'hui, il y a cette menace du numérique sur la liberté de presse, ça il faut le dire comme ça, c'est que, qu'on veuille ou pas, avec le temps, nos magistrats, les justiciables, appliquent aux professionnels des médias, malheureusement, la loi sur le numérique. Or, en réalité, c'est la loi sur le code de l'information et de la communication qui doit être appliquée à tout professionnel des médias. Et cette loi, par exemple, je vais parler de la loi sur le code de l'information et de la communication, c'est spécifiquement
le code de déontologie et plusieurs autres choses qui y sont. Donc, quand vous prenez par exemple la loi sur le numérique, c'est très vaste. Le champ est vaste. Ça n'a pratiquement... Un journaliste qui exerce légalement dans un organe de presse, quand il commet des délits de presse, on lui applique le code de l'information et non le code du numérique. C'est ça ce qui doit être... S'il va agir sur Internet en tant qu'individu, personne, en tout cas Adrien Tchomakou, sans son organe de presse, il se retrouve en tant que citoyen lambda. Donc voilà, là on lui appliquera le code du numérique, sauf erreur de ma part ou sauf mauvaise compréhension de ma part. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Dans les normes, c'est ce qui doit se passer. Mais nous avons eu des cas que je ne vais pas évoquer ici, et puisque je peux aussi évoquer quelques-uns. On n'en a pas le temps. On ne va pas s'écarter du sujet. Nous avons eu des cas où, malheureusement, c'est le code du numérique qui est appliqué directement aux professionnels des médias. Vous voyez un peu ce que je dis? Ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, le code du numérique, qui en réalité doit être appliqué à toute personne, je dirais personne lambda ou quelqu'un qui n'est pas professionnel des médias, est aussi appliqué dans le cas d'espèces de l'information et de la communication. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, empiète sur la liberté de presse en République du Bénin. Parce que, pourquoi parle-t-on des presses en ligne? Pourquoi les professionnels des médias du Bénin font tout possible pour avoir une autorisation de la part de la RAC avant d'agir par rapport à la presse en ligne? C'est parce qu'ils veulent se protéger. Un journaliste qui a sa carte de presse, toujours dans l'optique d'avoir tous ses papiers à jour, et le journaliste qui officie dans un organe de presse en ligne est censé protéger par la RAC, est censé protéger par la justice. Oui, la RAC les protège. Je suis d'accord. Parce que la RAC a tout fait pour lui donner le minimum, c'est-à-dire l'autorisation. La RAC a accepté. S'il y a un délit de presse et qu'il s'agit d'un organe qui officie dans un organe en ligne, nous avons toujours souhaité que nos magistrats leur appliquent ou appliquent à tous ces professionnels des médias le code de l'information et de la communication et non le code du numérique. Qui pour moi, c'est un code qui, je ne veux pas qualifier pour le moment, mais on va y arriver. Je vois Mohamed vouloir réagir avant de vous relancer. Oui, il y a une chose qui, pour moi, qui mérite d'être précisée. Vous savez, bon, par la chance, nous avons tous eu la chance d'une manière ou d'une autre, d'exercer le métier. Le problème pour moi ne se pose pas au niveau du code du numérique. Ce n'est pas le code qui est le problème. C'est les journalistes et le journalisme tel qu'il est pratiqué. C'est ça qui pose problème. Parce qu'en réalité, ce qui fait aujourd'hui que vous voyez la chose de cette manière, c'est, comme je vais dire, c'est-à-dire que le fait que la vulnérabilité qui ici vient du fait que lorsque vous publiez les informations en ligne, ça devient viral et ça devient, et par-dessus tout, où la personne dont vous parlez devient vulnérable, c'est ça en fait le problème, ou l'organe en question. C'est ça le problème. Parce que pourquoi? Les problèmes là, aujourd'hui, quand on dénonce, c'est-à-dire vous dites qu'on applique le code du numérique, ces problèmes existaient toujours. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas l'aspect viral et vulnérable. C'est ça qui fait que, bon, d'une manière ou d'une autre, ça ne sautait pas à l'œil de cette façon. Mais dès lors qu'une information qui pose problème, c'est-à-dire qui empiète, je dirais, sur la liberté des autres, dès lors que ça tombe sur Internet et que ça devient viral, c'est là que le problème se pose, parce qu'on a du mal à rattraper ça. C'est là que tout le problème se pose. Ça expose la personne qui est au centre, c'est-à-dire que je suppose que ça met en évidence un fait qui est peut-être lié à quelqu'un, où il s'agit de quelqu'un où on n'a pas eu le temps de faire les vérifications qu'il faut. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait dans le monde, la presse en papier, lorsque vous écrivez qu'il y a problème, le lendemain, vous faites des ratons, et puis vous corrigez, et puis vous dites que... Mais ici, c'est difficile. Dès que c'est lancé, vous ne pouvez pas rattraper. C'est ça la chose. Maintenant, ça, c'est un peu l'autre point. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je pense que
le fait que l'autorité de régulation demande à ce que tous ceux qui veulent exercer le métier de presse en ligne, que ce soit même pour des organes de presse, c'est-à-dire que des organes régulièrement enregistrés, mais des organes de presse classiques que nous connaissons, ces organes de presse, quand on demande à ce que dès lors que vous voulez maintenant, c'est-à-dire que vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire que tomber sur le net, qu'on demande à ce que vous puissiez vous régulariser, c'est-à-dire qu'avoir une convention avec l'autorité de régulation, moi je trouve que ça protège d'abord ceux qui veulent exercer le métier. Parce que c'est seulement de cette façon qu'on pourra reconnaître votre carte de presse au moment où vous allez l'exhiber quand il y aura procès. Et là, on pourra vous appliquer le code de l'information et donc la déontologie plutôt que le code du numérique. C'est ça en fait la chose. Et moi, je pense que nous devons tous comprendre la chose de cette manière et chacun des acteurs, aussi bien le régulateur que les professionnels des médias qui exercent le métier, doivent le comprendre et faire en sorte que cette passerelle-là soit maintenue et donc que l'équilibre soit établi de sorte que ça puisse être à l'avantage de tout le monde. C'est comme ça qu'il faut voir la chose et non autrement. Adrien, vous avez la parole, mais je pose ma question un peu dans le prolongement de ce développement de Mohamed Eliamidi. Si le journaliste et également, on va dire, les médias arrivaient ici à respecter la déontologie, est-ce que le numérique serait en réalité un problème? La déontologie qui exige d'éviter le sensationnel, le scoop ou en face d'une information dont on n'a pas la véracité, simplement s'abstenir. Si on respectait effectivement ces éléments-là du code de déontologie, est-ce que le numérique, basique à la profession, merci, est-ce que le numérique serait réellement une menace de nos jours? Évidemment, je comprends ce que vous dites, mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est-à-dire, d'abord, le code numérique, c'est notre bréviaire, nous, professionnels des médias. Le code de déontologie. Le code de déontologie, je veux dire, toutes mes excuses. Le code de On va y arriver. C'est notre bréviaire. Nous devons nous baser sur le code de déontologie et de l'éthique pour pouvoir exercer convenablement notre profession. Mais vous savez, dans toute profession, quel que soit ce que vous aurez à faire à un moment T de l'histoire de votre vie professionnelle, vous allez commettre des fautes professionnelles. C'est inhérent à la vie de tout individu. C'est-à-dire, c'est celui qui n'entreprend rien, qui n'est pas par moment fautif, qui ne pose pas des actes erronés. Donc, je pense quand même qu'il peut arriver que des fautes professionnelles naissent. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand je prends par exemple la presse traditionnelle, quand je prends les journaux, les organes de presse en version tabloïde, je prends le journal Fraternité par exemple, ça ne peut jamais d'ailleurs être le cas. C'est un mauvais exemple que je suis en train de prendre parce que Fraternité, c'est un journal hautement professionnel, c'est un journal de référence, mais je dis, il peut arriver qu'un journal qui sort en version tabloïde, se retrouve sur la toile. C'est-à-dire la une de cet organe de presse se retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Et heureusement ou malheureusement, c'est une désinformation que l'organe a rendue publique ou une malinformation, c'est-à-dire c'est un fait par exemple ou une erreur professionnelle de façon classique. C'est une diffamation de la part de cet organe de presse qui n'était pas enregistré par la HAC pour être en ligne, mais du fait que le journal s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, la une de cet organe s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, celui-là qui porte plainte ne porte plus plainte pour parler d'un organe de presse en version tabloïde, mais il met l'accent sur le fait que le journal est sur les réseaux sociaux et ça a connu beaucoup de partages. L'information, la fausse information était devenue virale et comme ça, le journaliste est poursuivi, malheureusement, avec le code du numérique. C'est ce que nous déplorons et nous plaidons, nous demandons à nos magistrats de comprendre les choses. En tout état de cause, il peut arriver que le journaliste commet des erreurs. Ce n'est pas pardonnable. Nous sommes conscients de ce que tout acte posé, nous devons avoir le courage
d'être à la hauteur de l'acte que nous posons. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va nous appliquer le code du numérique avec des thèmes que vous savez, on parle de détresse émotionnelle et avec ça, l'article est très clair. Quand il s'agit de détresse émotionnelle, le journaliste va banalement en prison. Vous voyez, c'est ce qui fait que des journalistes sont souvent retenus dans les liens de la justice et il faille des négociations, des compréhensions. Il faut quand même montrer la bonne foi du journaliste avant peut-être que le juge ne comprenne. Je pense quand même que nous avons des magistrats qui nous écoutent, qui comprennent notre souci et moi je demande qu'ils soient davantage flexibles si des professionnels des médias se retrouvent devant eux. Il y a une relecture programmée de ce code numérique que vous ne voulez pas avoir en peinture. Ça ne changera rien. Justement. Parce que le problème n'est pas là. Et il faudrait préciser que c'est vrai, toute erreur est inhérente à la profession, mais l'idéal, c'est toujours vérifier sa source avant de publier. Respecter le code de déontologie de l'éthique. Absolument, oui. Mohamed Liamine, vous avez la parole. Je l'ai déjà dit. Maintenant, du point de vue des filles, c'est de faire en sorte que l'autorité de régulation soit en mesure de s'adapter aussi à ce nouveau monde et trouver les moyens pour que les professionnels des médias puissent exercer leur métier et conformément aux exigences de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés. Quoique même, il faut le préciser, ces professionnels des médias ne sont pas tout à fait préparés à rentrer dans cette nouvelle ère. Ils y sont allés avec les habitudes de l'autre époque. C'est ça aussi le problème ici, sans tenir compte des réalités du monde numérique. Ce sont en réalité pour moi des chantiers que je juge pour moi, moi personnellement, important, sur lesquels il faut aller plutôt que de demander aux magistrats de chercher à être clément, parce que ce qui est sûr, si vous faites l'effort de faire le boulot comme ça doit se faire et qu'en amont, vous êtes en conformité avec la loi, du reste, il restera que faute professionnelle, ça pourra se comprendre et en ce moment, il serait tout à fait normal de demander la clémence du magistrat et là, ça pourrait, de mon point de vue, se comprendre que de créer soi-même les conditions qui ne vous favorisent pas et qu'après, on soit obligé de courir à gauche et à droite alors que le préjudice est déjà connu. Oui, Adrien Tchobakou, je vous pose la question. Là, on en est au défi face à cette nouvelle menace sur la liberté de presse. Mohamed Liamine a mis le curseur sur un peu plus de professionnalisme déjà au niveau des journalistes, puisqu'ils se sont jetés dans un monde sans réellement se préparer et sans s'adapter à ce nouveau monde. Oui, tout à fait. Il faut dire que le premier défi reste le professionnalisme des professionnels des médias. Nous avons désormais, par le biais de l'ODEM, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, nous avons ce qu'on entend désormais par le code de déontologie et de l'éthique actualisé, amélioré. Donc, il faut que très rapidement, les professionnels des médias s'approprient du contenu de ce code, que ce code soit très bien respecté par tout un chacun des acteurs des médias. Il est souhaitable que les députés à l'Assemblée nationale qui veulent étudier très bientôt le code du numérique mettent un accent particulier sur le fait que le code du numérique ne doit pas être applicable aux professionnels des médias. Si des députés à l'Assemblée peuvent juste ressortir un article, un petit article de ce code pour dire que cette loi du numérique ne s'applique pas aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, ce serait la bienvenue. Troisièmement, il faut dire que la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, doit poursuivre l'assainissement de notre corporation. Oui, la HAC. C'est la HAC qui va assainir votre corporation? Tout à fait. Et que font les fêtières? Écoutez, les fêtières ne dorment pas. Les fêtières font ce qu'elles peuvent faire. Mais les fêtières n'ont pas un pouvoir
comment on appelle, un pouvoir répressif. Donc, il est quand même bien que la RAC, qui détient un pouvoir répressif, que la RAC, écoutez, on a vu la RAC qui a fermé quelques organes de presse. Donc, ce n'est que le début du commencement. Non, je ne suis pas, écoutez, je ne suis pas en train... Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Ce que je demande, d'abord, il faut que nous, journalistes, nous soyons plus responsables. Ça commence par là déjà. Ça commence par là. Oui. Et que la RAC joue convenablement sa partition. Je vais parler de l'assainissement. Si des journalistes ne sont pas en règle, il faut que la RAC les sanctionne. Je suis pour la sanction de la RAC, la sanction de l'ODEM, mais je ne suis pas pour la sanction ou les sanctions des tribunaux. Je pense que la RAC qui entame un assainissement, nous devons l'encourager. On doit encourager la RAC à poursuivre l'assainissement entamé du secteur des médias que de laisser certains acteurs se retrouver devant les tribunaux. Voilà, il y a une corrégulation en vue, hein, on a entendu, donc on verra bien. Si vous portez atteinte à la loi, on va vous appliquer la loi. Simplement, allez, c'était ce qu'il fallait dire sur cette question de liberté de presse. Allez, on va poursuivre, Adrien. La RAC poursuivre ses sensibilisations, la RAC a sa mission, elle connaît ce qu'elle a à poursuivre son assainissement. Bien sûr. Et que nous, journalistes, nous soyons plus responsables pour que nous ne nous retrouvons plus devant les tribunaux. On retiendra simplement aussi que... Et que, de façon globale, ceux-là qui se sentent lésés, qui se sentent offensés par des professionnels des médias à travers leurs propos, leurs écrits, qui se rapprochent, qui portent plainte à l'ODEM. L'ODEM est là pour étudier leurs plaintes. La RAC est là pour étudier les plaintes. C'est souvent bien de se retrouver devant les tribunaux et de, excusez-moi, perdre encore des temps, des heures, ce qu'il faudra retenir, c'est que le professionnel de médias, si le code de déontologie est bien respecté, le numérique ne serait normalement plus menacé. Ça doit être l'exhortation de nos jours. De liberté sans responsabilité. Donc, du coup, justement, on va poursuivre. Il faut aussi dire une chose par rapport à la liberté. Nous avons la liberté, nous sommes d'accord, mais nous devons tout faire pour préserver cette liberté. Soyez dans la responsabilité. Soyez davantage responsable. Notre sujet second nous amène au Togo, mesdames et messieurs, où la scène politique est une fois de plus marquée par quelques tensions. La mise en route de la nouvelle constitution marquée par la nomination, la désignation et la prestation de serment de Faure Gnassingbé à la tête du Conseil ont suscité un certain lever de bouclier de la part de l'opposition. Celle-ci dénonce une manœuvre visant à maintenir le chef de l'État au pouvoir au-delà même des limites constitutionnelles actuelles, alors que le gouvernement met en avant une évolution institutionnelle. L'opposition y voit un recul démocratique. Mohamed Yamidi, première question. Vous, avec toutes ces actualités au Togo, sous quel prisme vous les analysez? Il me paraît quand même clair. Il semble que les oppositions en Afrique, là, vous m'excusez, Pas de gros mots. Pardon? Pas de gros mots, pas d'injures. Non, je n'allais pas dire de gros mots, mais apparemment, elles ont les mêmes problèmes. Pratiquement, quoi. Ils étaient dans le pays quand la nouvelle constitution a été adoptée, non? Normalement, par le mécanisme normal. Ils étaient très minoritaires, enfin, ils sont très minoritaires au Parlement. Là n'est pas le problème, c'est la loi qui a prévu ça. Absolument. Donc, du coup, tant que c'est la loi qui a prévu ça et que cela s'exerce, pour moi, il ne devrait pas avoir de problème. Il faut encore aller travailler tout en respectant ce que la démocratie a prévu, et en respectant le jeu démocratique et faire en sorte que les populations puissent comprendre l'enjeu et pouvoir vous donner la possibilité de changer les choses. C'est pas, moi, je n'arrive jamais à comprendre comment se fait-il que, bon, on ne fait qu'appliquer ce que nous avons tous retenu, ceux qui représentent le peuple, qui ont reçu mandat pour le faire, et ils le font conformément à la loi. Et quand on fait ça, il y en a qui se lèvent pour venir dire que, bon, qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Que il y a un risque de prolongement au-delà même de ce que comment au-delà des limites. Si c'est ce que la Constitution a prévu, que le président, si j'ai bien lu, le président du Conseil des ministres, je crois que c'est ça, est là pour 6 ans.
le président qui est, moi je dirais, désigné plutôt après que les représentants du peuple, c'est-à-dire que les députés soient élus, et que tout ça c'est conformément à la loi, et que l'élection législative s'est déroulée conformément à la loi, et que les députés qui sont élus sont là. Je ne vois pas pourquoi appliquer ça devrait poser problème. Donc quand ils se mettent dans ces genres d'interprétations, pour moi, à la limite, qui ne font pas avancer la cause démocratique, moi je trouve simplement qu'ils sont dans du dilatoire. C'est pour ça que je trouve que les opposants partout semblent avoir les mêmes problèmes en Afrique de l'Ouest. Ça se ressemble tellement qu'on a l'impression qu'ils se passent les mots. Moi j'ai du mal à comprendre ça. Par contre, pour moi, en dépit, c'est-à-dire que si on ne fait pas, si on ne se focalise pas sur la personne de Faure Gnassingbé, c'est un choix auquel je peux dire que le peuple a adhéré, puisque la nouvelle constitution là, a été adoptée conformément à la loi. Et donc, pour moi, le choix a été adopté par le peuple. Ils vont le mettre en exergue, ils vont le mettre en application. Adrien, et après, on va voir ce que ça donne. Si on va au-delà de la personne, Adrien, comme je le dis, si on va au-delà de la personne de Faure Gnassingbé, moi, je ne vois pas là où est le problème. Ils ont choisi en réalité de remettre tout ce qui concerne la vie politique, c'est-à-dire que la vie même de la nation, ils ont choisi de remettre ça dans le carcan des partis politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a que les politiques qui décident de ça. C'est un choix qu'il faut expérimenter. Maintenant, pour moi, tant que le peuple a la possibilité de s'exprimer et que le peuple a sa souveraineté et qu'il l'exerce, il n'y a pas de problème. Allez, vous avez la parole maintenant à Adrien. L'opposition, selon Mohamed Liamidi, en Afrique de l'Ouest, semble la même. Oui, en fait, j'ai suivi le développement de mon grand frère Liamidi. Vous savez, si je ne me trompe pas, vous savez, actuellement, j'ai 45 ans. Mais depuis près de 40 ans, j'entends déjà parler, quand il était enfant, j'entends déjà parler de la famille Gnassingbé au Togo. C'est pour dire que, bon, c'est toujours Gnassingbé, c'est bon, c'est la politique. Ce qu'il faut dire, Faure Gnassingbé, plus fort que le mot fort. Écoutez, on va inviter les onomatopées. Et vous allez réagir normalement, Adrien Tchomakou. Laissez-moi parler, madame. Oui, on va y aller. Quand moi j'ai suivi ce changement du régime présidentiel au régime parlementaire, j'ai souri et j'ai dit oui, bon, il est quand même temps qu'on fasse tout possible pour qu'on ne dise pas que c'est toujours la famille Gnassingbé qui est président du Togo. Mais à l'analyse, l'actuel président du Togo a quel pouvoir? Est-ce que le président du Conseil des ministres, qui est Faure Gnassingbé, n'a pas plus de pouvoir que le président de la République? La réponse est oui. Je pense quand même que si vous lisiez un peu leur constitution, vous devez vous rendre aisément compte que Faure Gnassingbé est toujours l'homme fort du Togo. D'une manière ou d'une autre, c'est quand même normal que les opposants donnent de la voix, que les opposants dénoncent le fait que depuis plusieurs années, que c'est la famille Gnassingbé qui commande le Togo. Eux-mêmes, ils veulent commander. Mais écoutez, pourrait-il commander sans passer par les voies réglementaires? On parle de la démocratie au Togo. On était à un régime présidentiel. Il faut quand même faire des gymnastiques, pas d'alibi, mais il faut quand même voir comment faire pour que, Faure Gnassingbé soit toujours aux commandes. Donc vous faites partie de ceux qui disent de cette... le jeu politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et toute loi est toujours taillée sur mesure. Dans tout pays, même en Europe, il n'y a pas ce pays-là. Vous prenez n'importe quelle constitution, n'importe quelle loi de la République d'un pays, c'est ceux-là qui sont aux commandes qui mettent tout en œuvre pour en bénéficier. Je ne suis pas contre le fait que Faure Gnassingbé soit président du Conseil des ministres. Je pense quand même que vous dites? Comment pourriez-vous l'être si vous n'êtes pas togolais? Je ne suis pas togolais, mais je ne suis non plus loin du Togo. Je pense quand même que Faure Gnassingbé vient une fois encore de marquer un coup politique aux opposants togolais. Ah oui, parce qu'ils étaient là, comme Liamidi l'a dit, c'est passé à l'Assemblée nationale, on a changé, c'est devenu une nouvelle république.
Je pense quand même que les opposants doivent s'en prendre à eux-mêmes et réfléchir. Et c'est ce que je dis. Même si vous laissez le Togo, on vient au Bénin. Je dis toujours, avant que l'opposition béninoise ne prenne le pouvoir, il faut inéluctablement que cette opposition soit unique. Si cette opposition n'est pas soudée, et que même si au Bénin nous avons un cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, si tous les opposants ne se mettent pas ensemble, c'est qu'ils ne peuvent jamais prendre le pouvoir des mains de Patrice Talon. C'est clair. Ça, je pense quand même que l'opposition est en train de bavarder. Il ne peut pratiquement rien faire. Vous parlez du Togo? Je parle du Togo déjà. Je parle du Togo. L'opposition ne peut pratiquement rien faire parce qu'elle était là et la loi a été votée et tout est bien passé. Bon, le vin tiré, il faut le boire. Mais dans une certaine mesure, Liamé dit l'opposition, est-ce qu'elle n'a pas raison quand elle pense que cette 5e République est une manière détournée d'échapper à la limitation du mandat? Parce que là, c'est unlimited. Est-ce que dans la 4e République, c'était limité? Je ne pense pas. On peut compter, il en a fait plus de 2 ou 3 dans l'autre République, avant qu'on ne passe à la 5e. Il était à la fin du 4e. Donc voilà, donc c'était déjà pratiquement pas... Donc c'était déjà... Il a fait 4 mandats de 5 ans chacun, et donc, 20 ans de gestion de pouvoir d'État, et maintenant il change la République pour devenir... Merci pour cette président. Donc ce n'était déjà pas limité. Donc ils viennent me poser le problème de limitation maintenant. C'est parti pour 7 ans pour lui. C'est à la limite, je dirais que c'est du dilatoire. Et donc les choses sont claires. Le mécanisme, par contre, que vous évoquez tout à l'heure de passation ou de passage, je dirais, et de la 4e à la 5e République. Si ça a suivi le processus normal, il n'y a pas de problème à cela. Si aujourd'hui, Foy Assingbe, avant président, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on fait l'effort de ne pas se fixer, de ne pas faire fixation sur la personne de Foy Assingbe et analyser ce qui est proposé, on peut faire une analyse objective. Donc, étant entendu que le mécanisme de passage à cette nouvelle république respecte la loi, telle que c'est prévu par la Constitution togolaise, donc le problème ne s'y pose pas. Si maintenant, ils ont choisi d'aller à cette forme de démocratie, c'est-à-dire que quitter le régime présidentiel pour un régime parlementaire, et que les Togolais n'ont pas trouvé de problème à cela, parce que si ça les dérangeait, pour moi, c'est qu'ils allaient l'exprimer dans les urnes, puisqu'ils ont eu l'opportunité de le faire. Donc, puisque ça ne les dérange pas, et que cela est fait, pour moi, l'opposition peut continuer encore, à la limite, d'expliquer si elle choisit bien sûr le pan, c'est-à-dire faire fixation sur la personne de Faure. Mais si elle choisit simplement la voie démocratique, la voie des urnes, c'est-à-dire que le peuple a adopté cela d'une manière ou d'une autre, et donc on prend acte, on peut être d'accord, c'est-à-dire que l'opposition, elle peut être d'accord, elle peut ne pas être d'accord, on prend acte et puis on avance. Et on voit ce que cela donne, quel est l'avantage pour le peuple. Pour moi, le fait de ramener cela, c'est-à-dire que la vie de la nation, la vie politique dans le carcan des partis politiques, maintenant, ça ne devrait pas poser problème. Maintenant, est-ce que dans la réalité, dans la vie de tous les jours, dans la vie même de ces formations politiques, est-ce que ça prend en compte les besoins des populations? Est-ce que ça permet de régler les besoins des populations? Pour moi, c'est sur ça qu'il faut beaucoup plus mettre le curseur et se poser ces questions-là qui sont utiles. Parce que après tout, l'action que l'on mène, l'action politique, qu'est-ce que ça vise? Ça vise d'abord la satisfaction des besoins des populations. Moi, je ne suis pas togolais. Il ne m'appartient pas de dire est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien. Il appartient au peuple de voir est-ce que mes intérêts sont là. Et du moment où cela a suivi le mécanisme normal et que le peuple, pour le moment, on peut le dire, il adhère, il revient aux Togolais d'essayer ça. Et que si un jour ça ne les plaît plus, qu'ils puissent dire on n'en veut plus, on change illégalement en exerçant leur souveraineté dans les urnes. Le peuple ne s'exprime pas aussi à travers cette opposition remontée contre cette nouvelle république, Mohamed Liamé. Le peuple, c'est le peuple. Quand on parle du peuple, pour moi, c'est le peuple qui va voter. C'est pas quand l'opposition vient. Vous préférez la population. Voilà. Donc, c'est pas quand l'opposition vient pour dire nous sommes le peuple, tout le monde est le peuple. Donc, voilà, pour moi, les choses sont... Donc, je repose ma question avec la population. Les populations, bon, on peut... Maintenant, il leur appartient maintenant, quand ils
quand elles en auront l'occasion, d'aller démontrer effectivement dans les urnes que qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qu'on propose ou bien avec ce qui se fait. C'est là le plus important. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Et c'est ce que les oppositions, je le répète encore une fois, en Afrique de l'Ouest ou globalement en Afrique, n'arrivent pas à faire. C'est ça qu'elles n'arrivent pas à faire. Et elles sont là tout le temps à se victimiser. Avec la victimisation, elles n'arriveront décidément à rien, en tout cas pas à prendre le pouvoir. Laissons le président du Conseil, voyons-le à l'œuvre pour l'apprécier à l'aune de ses réformes et de ses actions. Le Togo, il faut préciser une chose, vous me permettez rapidement, ce n'est pas une innovation du Togo. Il faut qu'on soit clair là-dessus. En Israël, le régime parlementaire dont vous parlez. C'est ce qui se fait. Aux Pays-Bas, c'est ce qui se fait. Comment appelle-t-on en Grande-Bretagne, c'est ce qui se fait également. Donc ça existe, ce n'est pas une innovation à la togolaise. Maintenant, comme on passe toujours, c'est-à-dire que tout change pour que rien ne change, c'est-à-dire que de fort à fort, ça peut-être là en ce moment poser le problème que vous essayez d'évoquer. Oui, Adrien Tchoumakou. Oui, Madame Anzette Boula, il faut dire que est-ce que c'est une innovation ou bien c'est une stratégie pour camoufler ce que beaucoup pensent? Une chose est claire, Faure Gnassingbé est aujourd'hui président du Conseil des ministres du Togo. Je pense que ce à quoi nous devons nous attendre, c'est les résultats. Ce sont les résultats. Le développement du Togo, X ou Y, peut être président de la République du Togo ou président du Conseil des ministres. C'est le développement du Togo qui compte. C'est ce que moi je comprends. Parce que, moi je dis toujours quelque chose, même si vous êtes de l'opposition, faites en sorte que vous apportez de plus-value à votre pays. Évidemment, nous parlons nous sommes dans un État démocratique, tant bien qu'au Bénin qu'au Togo. Il faut quand même que cette liberté d'aller et de venir soit assurée, que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse qui constitue un pilier fort de la démocratie soit véritablement respectée. Je pense que le développement du Togo va peut-être s'améliorer, va prendre un autre élan avec ce nouveau changement du régime. C'est vrai, ils n'ont pas eu le courage de changer le nom du pays Togo. C'est toujours maintenu Togo, bien que les Togolais sont désormais dans une nouvelle république. Je pense quand même que, oui, actuellement, nous devons les avoir davantage à l'œil. On va les suivre. Quelle marque ces dirigeants actuels du Togo vont-ils imprimer? J'ai vu Madame la Première ministre qui a démissionné, j'ai lu le communiqué. Je pense que oui, il faut des femmes battantes, des femmes courageuses, comme cette dame, pour peut-être céder sa place à quelqu'un d'autre et embarquer un autre horizon. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire là, Adrien Tchoumakou. Je veux parler dans les détails. D'accord, mais je n'ai rien compris. Oui, Mohamed Lamidi. Dirigeants nouveaux, anciens ou anciens nouveaux, bon, écoutez, je vous ai dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout change pour que rien ne change. Parce que, bon, on est passé de fort à fort. Et je ne pense pas qu'il... Bon, je pense pas qu'il a... Je pense pas qu'il a fait campagne. Votre voix commence par partir. Je pense pas qu'il a fait campagne pour proposer autre chose que ce qui se faisait déjà. À part le changement de régime qu'il y a eu, il n'y a pas eu autre chose. Maintenant, le reste, est-ce que cette façon de faire peut peut-être apporter plus d'efficacité? Et je veux croire que non, parce que quand vous regardez la configuration de la classe politique togolaise, bon, et quand on ramène ça aux réalités africaines, tout est fait pour que ce qui se passe depuis 20 ans puisse continuer de se passer jusqu'à ce que, à la limite, je dirais, fort ne soit plus fort. Fort toujours chef, autrement, voyons-le à l'œuvre. Et on conclut là-dessus. Pour moi, c'est que fort va devenir davantage fort parce que... il va devenir encore fort. Oui, il va devenir fort parce que je pense qu'il a d'autres attributs de la République de son pays.
Je pense quand même que nous allons lui donner le temps pour voir, pour observer ce qui va changer. Qui lui donne le temps. Ah oui, il faut lui donner le temps. Vous observez, vous analysez. Parce que c'est une nouvelle république. Donc je pense quand même que les acteurs politiques de ce pays doivent savoir raison garder. Surtout ceux de la classe politique de l'opposition. Il faut qu'ils sachent que c'est leur pays. Il ne sert à rien de tenir des propos va-t-en-guerre. La meilleure solution, c'est de chercher à construire davantage son cher et beau pays, le Togo. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Merci également à vous, Mohamed Labili, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Bonsoir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Deux sujets ont meublé nos échanges ce soir. On a parlé de nouvelles menaces de la liberté de presse, notamment le numérique. Nos invités ont opiné là-dessus en concluant que, bien évidemment, le respect de la déontologie restera donc le défi à relever, sans oublier que les professionnels des médias eux-mêmes s'adaptent à cette nouvelle ère. Et sur la question du Togo, fort restera toujours fort. C'est à l'aune de ces actions que le peuple togolais appréciera, bien évidemment, l'impact de toutes les mesures à prendre par ce nouveau président du Conseil des ministres. Et l'opposition togolaise reste à l'image de celle ouest-africaine, toujours dans la victimisation, dira Mohamed Liamidi, pendant que les choses se passent sous leurs yeux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir sur ce même plateau, mesdames et messieurs, pour d'autres thématiques à aborder avec nos autres invités de la semaine. Très belle soirée.